Salut tout le monde! Mon nom c'est Marjolaine, premièrement. Puis si vous voyez mon vidéo en ce moment, c'est soit que vous êtes allé sur mon site resourcesandlove.blogspot.ca ou c'est parce que je l'ai posté dans un site ou dans un forum de discussion là, de Facebook ou autre par rapport à l'anxiété, la dépression, les phobies et trucs comme ça. La raison première pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo de ce genre-là, c'est sûr que c'est pour moi, pour m'exprimer, c'est sortir ma douleur, la douleur que j'ai vécue. Ça fait toujours du bien d'écrire, mais c'est bon de le verbaliser aussi. Puis la deuxième raison, en fait, c'est la raison qui me motive le plus, c'est que si ça peut aider quelqu'un, je vais avoir vécu quelque chose pour une raison. Mais vous allez comprendre davantage aussi pourquoi que j'ai décidé de parler de mon parcours. Parce que c'est un parcours assez intense et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent tout seuls dans ce qu'ils ont vécu puis qui pourraient se sentir très compris dans ce que j'ai vécu. Et j'aime en quelque sorte être une personne ressource si quelqu'un a des questions. Je veux dire, je suis pas une psychologue, là, je suis pas une thérapeute, mais je reste quand même quelqu'un qui a un gros vécu. Je suis pas parfaite, là, j'ai jamais atteint le nirvana, la perfection mentale, mais je veux dire, j'ai fait un énorme bout de chemin, puis j'en ai encore à faire, puis je pense que je pourrais donner beaucoup de trucs à beaucoup de monde. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de troubles anxieux, de troubles dépressifs, beaucoup de choses que j'ai vécues, mais je veux donner espoir parce qu'on peut s'en sortir. C'est fun à entendre, je le sais, comme ben oui, avec le temps, ça va se régler, puis c'est bien plate, mais souvent, le temps est la seule chose qui arrange les choses. Ça sera pas un cours vidéo, puis je m'en excuse, mais je pense qu'à la fin, vous allez plus comprendre et vous allez être plus compréhensif envers les autres qui ont vécu des trucs comme ça et compréhensif envers vous-même. Donc, pour commencer, disons que au primaire, même si je peux aller avant le primaire, du plus loin que ce que je me rappelle, durant mon enfance, je me sentais pas mal toute seule. Je me sentais vraiment à part des autres. Je me rappelle que j'avais une petite coupe champignon, que ma mère m'interdisait d'avoir les cheveux longs, parce que ma mère, c'était un gros bourreau dans ma vie. Et j'étais toujours la petite fille solitaire qui se faisait écœurer à pas grand-chose. On va dire que c'est normal parce que c'était des enfants, mais en même temps, de se faire tordre le bras, frapper en plein visage, c'est aucunement plaisant. Peu importe que ce soit un enfant ou un adolescent. Puis déjà au primaire, des fois, j'avais beaucoup de carences affectives parce que je ne le recevais pas de mes parents. Et je projetais ça sur les autres. Déjà, à un jeune âge, déjà j'étais enfant au primaire et j'essayais d'avoir l'attention de tout le monde. C'était pas hyperactive, là, c'était autre chose. Et j'avais tout le temps des kicks sur des gars parce que j'avais l'impression que peut-être que c'était un échappatoire, je sais pas. Mais disons qu'on m'a souvent jeté plein d'écœuranteries parce que j'avais un kick sur un gars. Je passais aux insultes publiques et au groupe de personnes qui m'écœuraient un à la suite de l'autre. Puis non, c'est ça, je me rappelle que j'avais une mère très, 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 très stricte. Je relis encore mon journal intime. Puis je disais toujours
je comprenais pas pourquoi ma mère était aussi agressive. Elle m'enfermait dans ma chambre, elle m'empêchait de manger, elle m'embarrait pendant 1 heure ou 2 heures sans raison. Des fois, je voulais écouter mon dessin animé, puis il décidait que non, je pouvais pas. Puis je lui demandais pourquoi. Parce que ça me tente pas. Mais mon père, lui, était très passif. Même s'il était contre ce que ma mère faisait, il ne disait rien, il ne faisait rien. Donc, je me suis jamais sentie très, très protégée, soit de ma mère ou de mon père. Et souvent parce que mon père avait peur de ma mère, ça lui arrivait très souvent d'embarquer dans son jeu. Et ma mère, disons qu'elle était assez violente et que souvent, si je l'écoutais pas pour la moindre petite bêtise, elle marchait très fort jusque dans ma chambre en claquant la porte. Elle me prenait par le bras, elle me le tordait, puis elle me criait après en pleine face. Et mon père, parce qu'il était tanné de ma mère aussi, ben, il a décidé de commencer à boire, sauf que ça l'a pas très aidé son comportement. Je pense que tout le monde peut se douter de ça. Et s'il me disait de faire mes devoirs, je lui disais « Ah oui, je le sais. » Et lui « Non, tu le sais pas. »« Oui, je le sais. »« Non, tu le sais pas! » À ça de la figure en me lançant au plancher. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Mais sinon, j'essaie de faire un petit compte-rendu pour vous expliquer un petit peu la suite après. Je suis née avec des parents qui ont vécu dans leur infidélité depuis que je suis toute petite. Je les ai jamais vus s'embrasser. J'ai jamais eu de câlin, de break, de Marjolaine, je t'aime, je suis fière de toi. Ma mère se promenait nue dans la maison, elle avait aucun problème avec la nudité. Elle avait aucun problème à se laver devant moi, faire son hygiène. Mais je pouvais pas rien dire parce que si je disais quelque chose, elle était violente. Donc moi, j'ai appris très jeune que s'affirmer était une mauvaise chose. J'essaie de me rappeler un petit peu. Disons qu'il y avait un vieux monsieur sur le bord de l'eau, proche de chez moi. Et je me rappelle très bien, comme si c'était hier. Mon père s'assisait toujours pour écrire sur le bord de l'eau. C'était son rituel. Mon père et moi, on connecte beaucoup là-dessus parce qu'on a un très grand amour de la littérature, de la culture, des arts et des trucs comme ça. Donc, moi, j'allais écrire, j'avais peut-être 7-8 ans, j'allais écrire ma petite poésie au bord de l'eau. Les fleurs ont des belles couleurs, des trucs comme ça. Et mon père en profitait pendant qu'il était tout seul sur le bord de l'eau pour boire sa bière. Donc, il était un petit peu sous, puis il était déjà agressif à pas grand-chose. Et moi, j'allais me promener pour aller écrire en dessous du sol pleureur, les arbres sur le bord de l'eau. Et c'est arrivé pas mal de fois. Il y avait un vieux monsieur qui se promenait, un vieux monsieur, quarantaine, cinquantaine, c'était vieux pour l'âge que j'avais. Il se promenait en bicyclette, en petite short jeans très serrée, très courte, avec le pénis qui sortait. Et disons que c'est arrivé plusieurs fois qu'il a essayé de me suivre. Et moi, j'avais peur. Et lui, il avait l'air très insistant que je regarde sa queue. Je suis partie à courir. Et j'ai essayé de demander à mon père de me protéger, de faire quelque chose. Et il a complètement nié l'existence de cet homme. Et je suis partie chez moi pour aller voir ma mère. Puis mon père, lui, même si je partais toute seule, ça lui faisait rien. Et j'ai commencé à dire que mon père buvait, qu'il était agressif et qu'il avait nié l'existence de l'homme avec les petites shorts serrées et avec les pénis qui sortaient. Sauf que ma mère, elle a fait aucun cas. Elle n'a jamais parlé de l'homme en short. Elle a juste chicané mon père en lui disant comment ça que tu bois devant ta fille? Puis mon père, qu'est-ce qu'il fait? Il me prend par le collet, il me chicane, puis ils disent que je suis une mauvaise fille, mal élevée, une petite cruche, parce que je l'avais dénoncé, parce qu'il buvait.
parce que c'était ça le plus important. Et il m'a dit que plus jamais j'allais retourner avec lui au bord de l'eau. J'avais peur de lui, donc je voulais plus jamais retourner. Vous voyez un petit peu comment mes parents sont. Après ça, je suis arrivée au secondaire et ça a été assez brusque. Parce que ça s'est fait assez agressivement. Je me suis jamais sentie acceptée depuis le départ. Dès que j'arrivais devant l'école, le stress embarquait. J'appréhendais ce qui allait arriver. Et quand je parle de stress, je veux dire, ça a commencé en stress pas mal ordinaire. Sauf que j'ai commencé à entrer en classe et vu que j'étais la petite fille déjà timide, qui n'avait pas de confiance en elle, qui se faisait déjà écœurer à la maison par ses parents, j'avais l'air d'une cible très facile pour les intimidateurs. Puis, disons qu'il y avait 2-3 personnes, je nommerai pas de nom, ça serait de l'intimidation ça aussi. Il y avait 2-3 personnes dans la classe, disons, qui se faisaient un grand plaisir de m'intimider et moi, j'avais aucun caractère parce que j'avais appris que c'était très mal de se faire... de s'affirmer. Et j'ai toujours des blocages quand je parle de trucs comme ça. On dirait que le cerveau, il capote. J'ai commencé à me faire intimider, sauf que là, à force de se faire intimider, je m'en vais voir le prof, puis le prof, je parle là, entre 97 et 2001. À cette époque-là, on dirait que les profs ne savaient pas comment réagir, puis faisaient rien. Le professeur a envoyé la personne qui m'intimidait chez le directeur, mais ça réglait jamais rien parce qu'il revenait toujours en classe. Puis il était 3-4 personnes à faire ça. Sauf qu'à un moment donné, j'appréhendais toujours d'entrer dans la classe. J'appréhendais, et plus j'appréhendais, plus que j'étais stressée. Et moi, le stress me donnait... Là, c'est vraiment plus du stress, là, c'était de l'angoisse, de l'anxiété, des crises de panique. J'ai commencé à être stressée, à avoir des maux de cœur, à avoir des grosses crampes. Et je suis désolée des détails, mais c'était rendu que j'étais malade, je vomissais et j'avais de la diarrhée. Sauf que là, je me faisais écœurer en classe. Et là, je me disais, mais là, si jamais je rentre en classe et que je suis trop stressée, puis je suis assise à ma place, puis je suis tellement stressée que je vomis en classe ou que je chie en classe, je vais me faire encore plus écœurer, fait que j'étais encore plus stressée et j'étais plus du tout capable de rentrer en classe. Du tout. Je faisais juste essayer de rentrer et c'était l'urgence, il fallait que j'aille aux toilettes. Là. C'était impossible là, de se calmer. Puis, je suis allée voir la direction, j'ai parlé à la directrice, j'ai dit, il va falloir faire quelque chose. Là, parce que je suis plus capable du tout. Je suis plus capable du tout de rester en classe. Donc, qu'est-ce que la directrice a fait? Elle m'a sortie de la classe pour me faire faire mes travaux d'école et de classe dans la cafétéria seule. Et des fois, elle me faisait asseoir à un bureau juste à côté, juste en sortant dans le couloir quand on rentre dans son bureau. Et j'étais seule dans mon coin, donc j'étais correcte, je pouvais me concentrer. Sauf que là, ça l'arrivait des fois que durant la récré, durant la pause, la directrice appelait des élèves à l'intercom pour aller la voir. Puis ça l'arrivait tout le temps que c'était les mauvais élèves, donc ça l'arrivait souvent que c'était ceux qui m'intimidaient. Puis là, ils voyaient que j'étais dans le petit coin qu'il y avait là, donc c'était pire, ils m'intimidaient encore plus. Et je me rappelle qu'ils me lançaient des trucs, ils faisaient les mêmes affaires que dans la classe. J'avais des espèces de pantalons avec un zipper en arrière et ils s'étaient amusés à le descendre jusqu'à temps qu'on voit toutes mes fesses et tout. Puis ils m'avaient levé, puis ils avaient descendu mes pantalons pour qu'on voit mes petites culottes. Mais moi, j'étais pas capable de réagir, fait que je suis restée figée là, puis je savais pas quoi faire, puis là tout le monde riait. Puis
moi, je suis restée là, puis j'essayais de travailler, j'essayais de faire mes travaux, puis sans rien faire, sans rien dire. Puis là, j'ai décidé que ça, j'en avais assez, fait que j'allais retourner dans la cafétéria. Sauf que ma directrice, elle n'a pas réglé vraiment le problème. Là, je retourne chez moi avec des parents super agressants, super manipulateurs, contrôlants. Ma mère qui aime me dire quoi faire, qui aime me rabaisser, me dire que je suis une bonne à rien. Mon père qui dit que j'ai de la misère à étudier, que j'ai pas des bonnes notes. Puis là, je leur dis que je me fais intimider, que j'ai de la misère à me concentrer à l'école, que je suis stressée. Mais mon père, lui, il me dit, garde, Marjolaine, arrête de trouver des excuses, là, puis dis-moi-les que tu veux pas étudier, t'es juste une astine menteuse, ta 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 ta. Mais là, moi, je suis déjà stressée, j'en reviens de l'école, j'en viens chez moi, c'est aussi pire. Fait que là, j'en reviens chez moi, c'est autant l'enfer que quand je retourne à l'école. Fait que là, je suis pas bien nulle part. Fait que là, j'ai la misère à manger chez moi, je mange, puis je vomis après. Puis je veux dire, j'ai commencé à cet âge-là à manger mes émotions, à manger des chips, la liqueur, des nouilles ramen, plein d'affaires. Puis c'est déjà à cet âge-là, quand j'étais au secondaire, que ma mère trompait de plus en plus mon père. Et je veux juste être claire, là, moi je suis aucunement raciste. Et à cause de ça, je dirais pas trop de détails là-dessus, mais c'était toujours des ethnies différentes. C'était jamais des Québécois. Donc, ben, ça n'a pas aucune connotation négative. Je vais vous expliquer après, vous allez comprendre. Sauf que ma mère, ça faisait longtemps que j'avais pas de kick, que j'avais pas eu de chum, puis les deux chums que j'avais eus m'avaient trompée avec une fille de l'école. Donc, moi, les gars, je les avais déjà détestés. J'ai détesté déjà qui m'intimidaient, pas beaucoup. J'avais 16 ans à un moment donné, secondaire 1 ou secondaire 2, je m'en rappelle pas. Ma mère a décidé. Je me rappelle pas c'était quand au secondaire, là, mais parce que c'est très très flou au secondaire avec tout ce qui est arrivé. Ma mère, non seulement elle me racontait tout le temps ses déboires sexuels avec les autres hommes, puis moi je ne voulais rien savoir, c'était trop intense. Elle a décidé à un moment donné, la veille du jour de l'an, de me forcer à venir avec elle. La veille du jour de l'an, on est supposé être en famille, mon père, moi puis ma mère. Puis elle m'a forcé, elle me dit, tu vas venir avec moi chez mon ami, qui est d'une autre ethnie, puis en tout cas d'une ethnie. Parce que j'ai eu beaucoup de problèmes après ça avec les ethnies, puis ça n'avait eu aucun lien avec le racisme, ça avait eu lien avec ce traumatisme-là. Puis moi, je suis figée à la table, puis là, je lui dis, mais là, c'est parce qu'on est supposé de manger en famille, maman, puis moi, je peux pas rien dire de plus parce que j'ai peur de qu'est-ce qu'elle va me faire, qu'elle me torde le bras ou quelque chose. Puis là, il y a mon père qui est à côté, qui la regarde, mais qui ose pas rien dire. Puis ma mère m'a dit, ben, je suis désolée, mais tu vas venir avec moi. Puis là, je sais pas si elle est partie dans une psychose ou quoi, puis elle prend un couteau, puis elle me dit, tu vas venir avec moi, tabarnak! Puis elle part à pleurer, puis elle vient à côté de moi avec le couteau. Puis je tiens à dire que ma mère, elle a toujours été la femme la plus dépressive, qui se sentait toujours rejetée de moi, puis moi, si j'étais dépressive, je pouvais pas pleurer parce que elle commençait à me dire que arrête de pleurer, tu vas me rendre triste, là, puis à cause de toi, je vais être déprimée, puis t'es déprimante, tatata. Mais elle me disait, Marjolaine, faut que je te parle, là. Ta mère, elle file pas, là. Tu peux-tu l'écouter une fois dans ta vie, là, si tu égoïste, tu parles toujours de toi. Puis là, elle se sentait seule, puis là, elle voulait aller voir son mec, puis il fallait que j'aille avec elle. Et je veux dire, avec le couteau que j'avais à côté de la gorge, ben, je veux dire, moi, c'était j'y vais ou je meurs. Donc, je suis allée.
Mais c'est très très flou. Mais les choses que je peux me rappeler, c'est qu'à un moment donné, on était assis à une table. Il nous sert le thé. Et je sais pas combien de temps plus tard, mais on s'est retrouvés les trois dans le lit. Moi nue, lui nu à côté et ma mère nue à côté de lui. Les deux s'embrassaient, les deux ont fait l'amour devant moi. Et des fois, il se retournait, puis il a commencé à me toucher, mais je me rappelle pas vraiment qu'est-ce qui est arrivé au complet. J'ai eu un flash dernièrement qu'après ça, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il m'a pénétré. J'étais incapable de réagir. J'avais 16 ans. Puis ma mère, je sais pas si c'est elle qui lui a proposé au gars, mais lui, il adorait ça. J'ai compris avec le temps que ma mère voulait me faire compétition. Parce qu'elle se sentait laide, elle se sentait grosse. Et je me rappelle qu'après cette fois-là, je suis repartie en métro avec ma mère, elle, comme si rien n'était. Et moi, aucune émotion, figée, raide. Plus tard, c'est arrivé encore avec un autre homme d'une autre ethnie. L'homme a commencé à essayer de me déshabiller, enlever mon chandail, et ma mère qui dit en arrière, ben là, arrête là, laisse-toi faire, il te mangera pas, là, pis il est pas méchant. Hein? Mais je me rappelle plus de rien après. Ouais. Donc, sur le coup, j'avais l'air de très bien m'en sortir, puis j'avais pas l'air de... Il me semble qu'on dirait qu'à cette époque-là, j'avais pas l'air de trouver ça anormal plus qu'autre chose, là. Puis j'ai continué mon secondaire. Je me faisais écœurer, je me faisais écœurer, incapable de rester en classe. Je revivais la même affaire à l'école, intimidation. La fille qui essaye de me battre à chaque fois que je sors de l'école, qui me fait des menaces, puis moi, elle me dit, regarde, Marjolaine, à 3h10, là, tu me rencontres en face de l'école à chaque soir. Si t'es pas là, je te jure que je te pète la face. Puis à chaque soir, elle voulait me voir en face de l'école. C'est drôle, pourquoi qu'elle le faisait pas dans l'école. Et elle me menaçait avec d'autres amies de filles qui allaient me péter la gueule. Mais moi, j'étais plus capable de sortir de l'école avant 4h parce que j'avais trop la chienne. Donc, j'ai commencé à attendre dans les toilettes et la toilette était devenue mon endroit de sécurité. C'était devenu mon seul endroit sécuritaire où je ne me faisais pas écœurer, intimider, mais aussi parce que c'était la seule place que j'étais safe et que si j'étais stressée, je pouvais être malade. C'était rendu à ce point-là. Tous mes dîners, je les ai passés. Pas tous mes dîners, là, mais beaucoup de dîners, j'étais pas à l'aise, donc j'ai passé dans la toilette à manger mon dîner. Puis, je me rappelle, là, je me suis jamais sentie aussi seule de ma vie. Là. En fait, les fois où j'étais dans la cafétéria, que je mangeais mon dîner, c'était... J'avais 2-3 amis, mais c'est pas des très bonnes amies. Là. Mais en tout cas, il suffisait à cette époque-là, j'imagine. C'était, on dirait, mon heure d'échappatoire, puis avec eux, je niaisais, mais je criais, j'étais hyperactive. Vraiment hyperactive. Vraiment fatigante, là. Et je pense que c'était vraiment parce qu'il fallait que je m'échappe de cette anxiété-là et tout. J'étais vraiment un petit énervée. Là. Puis il fallait que je sorte de ces moments de torture-là le plus longtemps possible. Puis je me rappelle aussi une fois quand je tripais sur un gars qui s'appelait JP dans la cafétéria. Et une de ses amies, à un moment donné, était assise à côté de moi, Sandra.
Et elle est allée lui dire. Elle s'est fait un plaisir d'aller lui dire. Mais j'avais pas remarqué que lui, il faisait partie de la clique, de la gang qui m'écœurait. Donc, lui, il est venu me voir, il me dit, lui, il est debout à côté de moi, puis là, il s'est arrangé pour le dire assez fort pour que tout le monde l'entende, dont ceux qui m'écœuraient. Ouais, c'est vrai que t'as un kick sur moi? Ouais. Puis là, moi, t'as gêné, oui. Puis lui, qu'est-ce qu'il dit fort? Ben moi, non. Laide comme que t'es, tu peux oublier ça tout de suite. Commence par être chicks, là, par être une belle fille sexy, là, puis après ça, on verra. Il part en riant avec toute la gang qui rit de moi, puis mes deux amis sont à côté, puis ils rient. Donc, moi, c'était la honte intense. Et j'ai pété un plomb. J'ai eu des idées suicidaires intenses. Déjà que ça commençait, déjà que j'avais des symptômes dépressifs, puis que mon médecin m'avait prescrit des antidépresseurs à 15 ans. J'ai dit à ma mère, après avoir tenté de me suicider 2 fois, je tiens à dire que la première fois, la deuxième fois aussi, c'était mon père qui nous avait amenés et ma mère qui commençait à dire « Pour vrai, là, il faut qu'on amène à l'hôpital, là. Il faut qu'on t'amène à l'hôpital, là. Ton père travaille demain, là, puis il faut que tu le déranges parce que toi, ça tente juste d'attirer l'attention parce que tu veux t'enlever la vie, là. Regarde, arrête de faire ta petite victime, là. On le sait que tu fais juste nous compter des hosties de conneries, là. Puis la prochaine fois là, que tu veux te suicider, là, trouve donc un autre moyen. » Puis moi, je pleure, comme j'ai jamais pleuré et que j'ai jamais vu quelqu'un pleurer comme ça. J'ai été suivie en psychiatrie à l'hôpital Sainte-Justine pendant 2 ans, ce qui m'a pas vraiment aidée. Et à 16 ans, en secondaire 5, j'ai décidé, en plein milieu de secondaire 5, que ça en était assez. Je me suis dit, là, ma mère me criait après, « Qu'est-ce que tu fais là? Tu vois bien, t'es irresponsable, cette conne. » Et moi, c'était soit que je lâchais le secondaire ou que je me tuais. C'était un ou l'autre. J'étais même plus capable de prendre l'autobus, j'étais plus capable de rentrer dans des classes ou dans des groupes pleins de gens, dans le métro, à cause de que j'avais associé à l'intimidation. Fait que là, un problème s'était créé, c'était la phobie sociale et les énormes crises d'angoisse et la dépression majeure et l'agoraphobie. J'avais tellement peur des gens à cause qu'on m'avait écœuré. Salle de meeting, salle d'examen, métro. C'était une association que mon cerveau a faite avec la classe. Et chaque fois que j'entrais dans ces endroits-là, je ne pouvais pas rester plus que 2 minutes parce qu'il fallait que j'aille aux toilettes pour vomir et autres détails. J'ai essayé l'école des adultes après parce que je me disais, bon, c'est des adultes. Même chose pour le DEP en secrétariat. Je suis allée parler au directeur parce que je n'étais pas capable de rentrer en classe, mais le directeur a juste pu me dire ben regarde, je suis un directeur d'école, moi, je suis pas psychiatre. J'en ai commencé des DEP, j'en ai lâché, commencé, lâché, commencé, lâché. Parce que les écoles ne comprenaient rien. Là, je me suis dit, je vais essayer de m'inscrire à distance. Comme ça, j'aurais pas de problème. Sauf que les examens, il fallait que je les fasse en classe. Impossible. J'ai commencé à essayer de me trouver des emplois, mais j'étais pas capable. J'étais pas capable de rester. Le monde, qu'est-ce qu'il me disait? C'était de me foutre des autres. Hein? Foutre des autres? Foutre leur opinion, même s'ils te niaisent. Mais mon corps et mon esprit
J'avais beau me faire n'importe quoi, c'était impossible. Mon corps réagissait intensément et je n'avais aucune estime de moi. Puis, à 18 ans, ma mère en avait assez. Puis moi, j'en avais assez d'habiter là. Donc, j'ai décidé de me chercher un appartement. Et là, j'ai commencé à aller en ville, à sortir avec des amis, avec mon copain de l'époque. Et ça donnait que c'était dans le village, un village gay. Et là, je découvre. Je découvre quoi? Les couleurs, la folie, l'excentricité. Un monde que j'ai jamais connu, un monde où ce que je peux m'épanouir, où ce que je peux être moi-même, un monde où ce que je me sens acceptée avec toutes mes couleurs, que je me sens acceptée pour ma différence parce que j'aime tout ce qui est différent, puis parce que j'ai adopté une espèce de look gothique qui allait avec ma mentalité, mais aussi parce que j'ai toujours aimé ce look-là, parce que j'ai toujours été une personne très super artistique, créative, puis que ça va avec le look et la mentalité gothique, même s'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas ça vraiment, puis ils pensent que c'est des gens qui aiment la mort, là, mais ça n'a pas rapport. Et je me suis trouvé un appartement avec des drag queens, avec plein de monde, super le fun, dans le village et avec une amie. Sauf que moi, j'avais pas vérifié, mais l'appartement était super sale, puis il était pas cher. Mais moi, je me disais, entre un appartement super sale et vivre avec ma mère, je m'excuse, mais je préfère l'appartement super sale. Donc, ça en était rendu là. Mais l'appartement super sale, il a fait en sorte que j'ai fait une crise d'asthme quasiment mortelle. Parce qu'un soir, j'ai commencé à m'endormir. À m'endormir. À m'endormir. Et c'était un endormissement anormal. Et il y avait mon instinct de survie qui me disait toujours de me réveiller, de rester réveillée, parce que c'était pas normal. Et à un moment donné, je savais que c'était pas normal, puis que je m'en allais m'évanouir. Et mon instinct de survie m'a dit qu'il fallait que j'aille à l'hôpital, sauf qu'on n'avait pas de téléphone. Et il n'y avait pas personne chez moi. Et je savais que l'hôpital le plus proche était comme à 10-15 minutes de marche. Puis je me suis dit, pas grave, j'ai le temps de me rendre, là. Puis j'avais excessivement la misère à respirer. Puis j'avais mal dans les muscles. Puis en chemin, je me suis dit, il faut que je m'assoie parce que là, j'ai plus d'énergie, je suis fatiguée. Puis je me suis étendue sur un banc proche de l'hôpital. Puis je me rappelle que je me suis dit, il va falloir que je fasse une sieste. C'est impossible, je suis trop fatiguée. Mais mon instinct de survie m'a dit non, je suis désolée, mais tu te dépêches puis tu vas à l'hôpital. Et en rentrant à l'hôpital, je vois un infirmier passer et il me regarde puis il me dit Madame, qu'est-ce que vous avez? Puis j'avais l'air d'être malade, là, parce que, je veux dire, il avait l'air effrayé. J'étais incapable de parler, je manquais d'air. Il me prie, j'ai même pas eu à attendre 2 secondes et là, je suis allée à l'urgence tout de suite. Ils m'ont dit, mon Dieu, elle a les lèvres bleues. je pensais pas que ça aurait été si grave que ça. En tout cas, ils ont pris ma pression et tout. Ils m'ont dit, vous la branchez, vous l'amenez telle chambre et tout. Je vois le médecin et le médecin arrive pour me voir puis il m'a dit, mais madame, qu'est-ce que vous avez fait? Vous seriez arrivé 5 minutes plus tard puis vous auriez été morte. Vous aviez 8% d'oxygène dans le cerveau. Puis moi, je comprenais rien et tout. Puis pour comprendre après que c'était à cause qu'il y avait trop de moisissures dans l'appartement, donc je devais partir. Mais je suis restée 2 semaines à l'hôpital parce que j'avais de la moisissure dans les poumons à cause de l'appartement.
et que je pouvais pas partir avant d'avoir un niveau d'oxygène assez stable, normal. Et là, ma mère vient me voir à l'hôpital. Puis là, elle me dit mais là, Marjolaine, est-ce que tu vas trouver un autre appartement? Puis là, j'ai dit, ben là, je le sais pas, là. Je veux dire, je tiens à dire aussi que j'avais commencé à être danseuse nue à l'époque. Puis là, ma mère, elle me dit, mais là, on s'entend-tu que t'es danseuse nue? Moi, quand que je l'ai su, Marjolaine, ma fille, qui était danseuse nue, une pute, une salope. Hey! Tu penses vraiment que tu vas revenir à la maison, là? Puis là, je disais, ben là, c'est parce que j'ai pas de place où aller. Marjolaine, je suis désolée, hein, mais regarde, là, t'es rendue 18 ans, t'es grande. Tu veux prouver que t'es mature? Ben, prouve-moi là. Puis trouve-toi un appart parce que tu reviendras pas à la maison. Et j'avais beau m'ostiner avec elle, c'était non, non et non. Et je n'avais nulle part où aller, donc je me suis retrouvée à vivre dans la rue pendant 2 semaines. Et une chance que j'étais danseuse nue parce que sinon, je suppose que j'en serais aujourd'hui. J'avais commencé, entre autres, à être danseuse nue à cause d'une amie qui faisait de l'argent comme ça. Et pour répondre à la question que tout le monde aime me poser, mais Marjolaine, t'avais la phobie sociale, t'étais pas capable de parler à personne, t'étais pas capable de rentrer dans des groupes d'école, des classes, mais t'étais capable de te montrer nue sur scène. En fait, j'ai compris avec le temps et avec la thérapie que pour une fois, je me sentais aimée pour les mauvaises raisons, là, mais je me sentais appréciée et aimée des hommes. Et aussi, c'était que c'était la seule chose que j'avais connue et que c'était normal pour moi de me montrer nue devant des gens et de me faire toucher par des hommes que je connais pas. C'est plate à dire. Mais ils disent aussi qu'un grand pourcentage de danseuses se sont faites violer. Pas toutes, mais un grand pourcentage. Donc, c'est ça. J'ai pu me trouver des appartements après ces 2 semaines-là. Donc, c'est ça. Je me sentais appréciée. Et puis là, ma mère m'a traitée de salope, de chienne, de petite pute, de danseuse, de sale. Et là, ma mère qui trompait toujours mon père avec des hommes d'une autre ethnie, décide d'un soir de venir me voir au club. Parce qu'elle savait c'était où je travaillais. Moi, je suis sur scène, nue, en train de danser. Je me tourne, je vois ma mère en train de me regarder avec son ami à côté. Et son ami veut venir danser avec moi dans les cabines. Donc, c'est très fucké, ça. J'ai beaucoup de problèmes mentaux aujourd'hui et je pense que ma mère en fait grandement partie. Après ça, j'ai essayé de travailler. Pendant longtemps, je pouvais pas. Pendant longtemps, je pouvais pas aller à l'école non plus. J'ai toujours eu des chums qui m'ont dégradée, qui ont agi comme ma mère. On me laissait pour une fille. On me laissait parce que j'étais pas assez mince. J'étais excessivement dépendante affective et j'attirais beaucoup le genre de gars qui en profitait, qui avait le même genre de comportement que ma mère, un narcissique, manipulateur, contrôlant. Et c'est ça.
Je vais juste voir, parce que moi, j'ai un texte là, que j'ai écrit sur mon site pour me retrouver des fois. Donc, c'est ça, j'ai essayé de travailler, je suis restée danseuse nue pendant 9 ans. J'ai commencé des thérapies. Et en 2011, j'ai commencé un cours de préposé aux bénéficiaires parce que je voulais toujours aider les gens. J'ai toujours aimé aider les gens et tout. Et pendant un examen de ce cours-là, je n'ai pas pu rester parce que mes crises de panique sont revenues. Et je me suis fait intimider pour ça. Sauf que là, j'en avais jusque-là de mes crises de panique. Parce que ça faisait depuis la fin du primaire que j'en vivais. OK? Là, j'en étais plus capable. Là, je me suis dit, là, je viens de lâcher l'école à cause de ça, là, je dois faire quelque chose, là, de drastique, là, parce que j'en peux plus de vivre avec ça, là. Je veux faire quelque chose de ma vie, là, à l'âge que je suis rendue. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrite au CLSC et j'ai commencé une thérapie avec une psychologue. Et j'ai commencé à travailler sur mon problème d'estime personnelle. Puis là, ils m'ont fait affronter, prendre le métro et tout. C'était vraiment dur. Sauf que là, j'ai commencé à me faire inviter par des amis à une soirée de poésie. Puis moi, j'écris beaucoup de poésie, j'aime beaucoup les trucs artistiques et tout. Puis, à un moment donné, j'ai assisté à une soirée. Puis je trouvais ça vraiment, vraiment génial, tu sais, je trouvais ça vraiment intéressant. Et j'ai fait « wow! » J'aimerais ça monter sur scène. Mais c'est impossible, là. Je veux dire, j'ai beaucoup trop de stress. Comment que je ferais? C'est impossible. Puis là, j'ai commencé à réfléchir, puis je me suis dit, mais c'est la seule chose à faire. C'est la chose à faire. Il va falloir que je prenne le taureau par les cornes, puis que je l'affronte. Vraiment, là, par les cornes. Puis, j'ai fait OK. J'ai parlé à l'organisateur et j'ai fait partie de la prochaine organisation, l'organisation du mois d'après. Et j'allais monter sur scène pour réciter ma propre poésie. Mais là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais virer folle, là. Et là, les symptômes, ils revenaient. Puis avant la soirée, je veux dire, il a fallu que je prenne 2 shooters. Et j'ai été mal. Je suis arrivée comme 3 heures en avance pour manger. J'ai été malade. Tout mon souper a passé aux toilettes. Et tout ce que j'avais dans le corps est sorti. Et là, je suis montée, j'ai pris un autre shooter. J'ai récité. Et on m'a applaudi. On m'a pas applaudi parce que je me suis montré les seins. On m'a pas applaudi parce que je m'étais écartillé les 2 jambes. On m'a pas applaudi parce que quelqu'un m'avait intimidée. On m'a applaudi parce que j'ai montré mon talent. J'ai fait quoi? C'est ma première victoire à vie. En 2011. Pendant plus d'1 an, j'ai continué les performances. À chaque mois. Le stress, il était toujours là. Toujours là. Intense. Puis en 2013, je me suis dit, là, il va falloir que je fasse de quoi pour déclencher le gros changement. Je vais trouver une place, puis je vais organiser ma soirée, puis je vais l'animer. Puis je vais inviter tous mes artistes. Stress total. Stress total. Même ma psychologue, elle m'a assistée. Puis elle m'a dit, je vais être là pendant cette soirée-là pour t'accueillir s'il arrive quelque chose.
ça représentait le plus gros défi de ma vie, mais je l'ai réussi. Le 9 juin 2013, j'amorçais la première expérience de soirée que j'animais et que j'organisais. Juste pour vous dire qu'à cette époque-là, je n'étais même pas capable d'aller à l'épicerie, je n'étais pas capable de prendre le métro, je n'étais pas capable d'aller à l'autobus. Et après avoir organisé cette soirée-là, et j'ai continué à en organiser et à en animer d'autres, mon agoraphobie est totalement partie. Ouais. Ma phobie sociale, c'est extrêmement atténuée et je ne fais plus de grosses crises de panique comme je faisais avant. Je fais encore de l'angoisse, je suis encore dépressive, mais je suis plus forte maintenant. Tout ça pour vous dire que une longue histoire, aussi pour dire que ce qui est arrivé avec ma mère, les deux expériences avec les ethnies, c'est deux ethnies différentes. Et pourquoi que ça me tente pas de parler de c'est quelle ethnie, c'est que je pense pas que c'est pratique. Parce que, un, je suis pas raciste. Et deux, ça me tente pas de commencer à mettre des stéréotypes, là, puis stigmatiser. Là. J'ai extrêmement de gros problèmes à me faire approcher par ces deux ethnies-là. Et c'est très difficile pour moi parce que des fois, on me dit que je suis raciste, mais c'est pas du racisme, c'est un traumatisme que j'ai associé, même si je sais que c'est pas tout le monde qui est comme ça. J'ai arrêté de parler à ma mère parce que là, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus parce qu'elle continuait tout le temps à me dire que c'est moi qui avais couru après. Elle continuait toujours à me traiter de salope, à me traiter de grosse, à me dire que c'est laid mes cheveux, à dire que mon chum il est laid, il a pas de classe. Maman, tu sais quoi? J'ai plus besoin de toi dans ma vie, t'es une personne toxique. Et depuis que je ne parle plus à ma mère, et depuis que je mets mes pas devant et que je m'affirme, tout a changé. J'ai été diagnostiquée avec le trouble borderline, trouble d'anxiété généralisée, trouble obsessif-compulsif et beaucoup d'autres. Mais c'est très dur parce que j'ai beaucoup de up et down, de haut et de bas à chaque jour. Mais est-ce que vous voyez que peu importe ce qui vous est arrivé, si vraiment vous voulez la voir, la lumière là, dans votre vie, là, vous allez la voir. Moi, j'en viens pas encore que je sois rendue là. Mais je pense que je le mérite. Même si c'est dur pour moi à dire parce que j'ai beaucoup d'orgueil et j'ai la misère à me féliciter. Je suis très bonne de féliciter les autres, par exemple. Mais pour me féliciter, j'ai de la misère. Mais il faut que je le fasse. Puis, vraiment, là, il faut que vous le fassiez pour vous aussi. Essayez de voir. Essayez, là, d'utiliser vos émotions négatives pour vous rendre plus fort. Dirigez votre énergie négative vers une énergie plus positive. Moi, en tout cas, je crois en vous parce que j'ai cru en moi puis que je crois en moi et j'ai vu le résultat. Ça peut prendre du temps. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps, mais c'est parce que moi, j'ai beaucoup d'autres raisons. J'ai un parcours assez intense, là. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas dit, mais là, regarde, je viens de voir que ça fait comme 40 minutes plus que 40 minutes que je fais une vidéo, puis vous devez déjà être en train de vous endormir. Mais moi, je demeure toujours à votre disposition. Puis si je peux vous donner des conseils, quoi que ce soit, ça va me faire plaisir. Parce que si j'ai vécu ça, c'est pour une raison. Pour devenir une meilleure personne, oui, mais c'est pour aider ceux qui peuvent avoir vécu quelque chose de ce genre-là. Ou même si c'est juste pour que vous m'écoutiez ou que vous partagiez la vidéo, ça va juste me faire plaisir. Puis,
je vais commencer à faire d'autres vidéos sur mon site web pour partager cet espoir-là. Et j'aimerais vraiment créer un genre de réseau pour faire des activités en groupe, soit chez moi, parce que j'ai un très grand appartement, ou dans des cafés rencontres. Tu sais, je dis, je suis pas une thérapeute, rien, mais j'aimerais ça qu'on soit un groupe et qu'on fasse des trucs créatifs, des rencontres, de parler entre nous, de ce qu'on vit et tout. Et si ça vous intéresse vraiment, j'aimerais ça que vous me laissiez un commentaire dans la vidéo ou vous pouvez juste me contacter par Facebook, dans les messages privés et tout. En tout cas, moi, je crois en vous. Puis, peu importe si vous croyez en vous ou pas, toi, si tu crois pas en toi, c'est pas grave, moi, je crois en toi. Même si tu dis que t'es laide, que t'es laid, que t'es gros, que moi, je le verrai pas, ça. Moi, je vais te parler, puis je vais voir qu'est-ce qui est positif en toi. Puis je peux te le dire, mais si toi, tu crois pas à ça, à ce qui est positif en toi, même si tout le monde te fait les compliments de la terre, ça ne sera pas suffisant. Il faut vraiment, 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 vraiment voir le positif pour s'en sortir, c'est inévitable. Moi, je vous donne les gros becs à la fin de ce très long vidéo, puis je m'excuse. Je vous invite aussi à aller voir mon site. C'est un site très amateur, là, mais c'est un site de ressources. resourcesandlove.blogspot.ca et je vais mettre l'adresse en bas. Paix, lumière et amour.